le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Saverio Tomasella. Saverio est docteur en psychologie, psychanalyste et écrivain. Il est l'auteur d'essais et de romans traduits en plusieurs langues, dont les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Il a créé le Centre d'études et de recherche en psychanalyse, puis fondé l'Observatoire de la sensibilité et la Journée mondiale de la sensibilité qui a eu lieu chaque année le 13 janvier. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très très bien, j'ai passé encore une chouette matinée, on est en train d'avancer sur nos différents projets, dont le week-end immersif C'est quoi le bonheur pour vous, qui va se tenir là le 2 et le 4 août au Hameau de l'Étoile, c'est à côté de Montpellier. C'est un week-end qui s'annonce magique. Je serai accompagné de David Tan, Alexandre Antonenko, et notre idée c'est d'accompagner un groupe de 148 personnes précisément, pour vous amener à avoir peut-être une vie plus éclairée, en tout cas vous donner plein d'outils, tête, corps et cœur, à travers des ateliers immersifs en pleine nature, notamment, puis dans des salles qui sont magnifiques. Je vais vous montrer d'ailleurs le lieu, je vais vous montrer une vidéo du lieu dans lequel on va se retrouver. Et donc, on est en pleine préparation de tout ça, puis j'ai surtout hâte de le vivre. Alors, il est possible, bien évidemment, de s'inscrire. On vient de lancer les inscriptions il y a quelques semaines. C'est très simple, vous allez sur le site c'estquoilebonheur.fr si vous avez envie de faire partie de cette belle aventure humaine. 148 personnes dans un lieu, vous allez voir, qui est magnifique. On est vraiment entouré de nature sur un site qui fait 20 hectares. Tout le monde reste dormir sur place, cuisine végétarienne essentiellement. Et puis surtout, notre idée, c'est vraiment de vous accompagner, de vous guider, de vous donner un maximum d'outils. Voilà, je vous montre le site sur lequel on se retrouve. Vous allez voir, c'est magnifique. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi ? Eh ben, écoute, super, ouais, super. Je vois qu'on est tous les deux accordés sur les couleurs. J'aime bien. Alors, Saverio, je vais te laisser te présenter comme je le fais habituellement pour qu'on comprenne qui tu es. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc, la parole est à toi. Alors, je m'appelle Saverio Tomasella, je suis d'origine italienne et espagnole par mon père, et français et suisse par ma mère. J'ai 58 ans, je suis l'heureux papa de 2 grands-enfants, une fille de 30 ans et un fils de 27 ans. Je suis avant tout musicien et artiste, et je n'ai pas pu vivre de cette vocation parce que mes parents étant scientifiques, ils m'ont orienté vers des études plus sérieuses, entre guillemets, à leurs yeux en tout cas. Et c'est comme ça que je suis devenu psychanalyste, docteur en psychologie. Je reçois des enfants, des adolescents et des adultes, surtout des adultes, mais enfin aussi des enfants et des adolescents. Et mes recherches principales portent sur les traumatismes et les catastrophes. Mais depuis une vingtaine d'années, étant donné que je suis un artiste très sensible, je me suis intéressé à toutes les questions de la sensibilité, et notamment de la sensibilité élevée, qu'on appelle aussi ultra-sensibilité ou hypersensibilité en France. Et j'en suis venu, en écoutant mes patientes et mes patients, mais aussi dans la vie, à me mettre aussi en recherche par rapport à l'intuition. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. Alors justement, je vais montrer la fiche du livre. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu nous donnes ta définition de ce que c'est pour toi l'intuition. Alors, pour moi, l'intuition, c'est vraiment la connaissance nue du réel. C'est une connaissance immédiate qui va passer par le corps et qui ne correspond pas à une réflexion. C'est-à-dire que l'intuition n'est ni rationnelle, ni déductive, ni logique, elle n'est pas intellectuelle. L'intuition, c'est vraiment une information qui arrive à nous de façon complètement
direct, comme un flash, une fulgurance, et inattendu. Il y a toujours un côté surprenant, voire étonnant dans l'intuition. Et est-ce que tu penses, moi je suis plutôt d'accord avec ta définition, ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très irrationnel et très souvent, en fait, on ne l'écoute pas. Moi, je fais partie des gens, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, moi j'écoute mon intuition depuis que je suis vraiment gamin et elle me guide dans tout ce que je fais à titre perso et professionnel. Comme c'est irrationnel, on peut se poser la question de mais finalement, elle vient d'où cette information? Est-ce qu'on est comme un transistor qui capte, tu sais, des informations? Comment ça se passe? En fait, ça vient d'où? Alors, moi, je pense que comme toi, je suis quelqu'un de très intuitif. En revanche, contrairement à toi, je n'ai pas écouté mon intuition pendant longtemps, puisque dans la culture familiale, il fallait pas écouter ses intuitions, il fallait être rationnel. Et que j'avais été un bon petit soldat, un bon élève de cette, de cette approche-là, et qu'au fil des années, en vieillissant, je me suis mis à écouter beaucoup plus mon intuition. En fait, comme je ne savais pas trop comment définir l'intuition, étant moi-même intuitif, j'ai fait des recherches sur ce que c'est que l'intuition, et il y a 5 formes d'intuition qui ont été repérées par les scientifiques. Après, chacune et chacun de nous vit l'intuition à sa façon, et c'est ça qui est le plus important. Mais la première forme, c'est l'intuition instinctive, c'est-à-dire quand on est dans une situation nouvelle, sans réfléchir, le plus souvent, on trouve comment répondre à cette situation, que faire dans cette situation pour s'en sortir. C'est l'intuition instinctive. Après, il y a l'intuition mémorielle, c'est-à-dire que au fur et à mesure de notre vie, dès la vie intra-utérine, on a découvert on a fait des expériences, on a découvert des situations et comment se débrouiller dans ces situations. Et sans avoir besoin de réfléchir, quand on est dans une situation similaire, notre intuition mémorielle nous envoie l'information de ce qu'on va pouvoir faire, répondre, comment on va pouvoir se débrouiller dans cette situation-là. La troisième forme d'intuition, c'est l'intuition inconsciente, où par exemple, si je suis dans mon salon en train de lire et d'écouter de la musique, le dos tourné à la fenêtre, je prends une situation qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui parce qu'il fait très beau, et je sens qu'il pleut. Une fois que j'arrête de lire et que j'éteins la musique, je me retourne et je constate qu'il pleut. C'est-à-dire que sans savoir ni entendu ni vu la pluie, j'ai senti pourtant quelque chose qui me disait « il pleut ». Ça, c'est l'intuition inconsciente. Après, il y a l'intuition la plus connue qui s'appelle, pour les scientifiques, l'intuition métacognitive, qui est le fameux eureka des scientifiques ou des artistes. On cherche quelque chose depuis longtemps, ou on est sur un projet, on a l'impression qu'on est face à une énigme ou qu'on ne comprend pas quelque chose. On va se promener, on part en vacances, on est sous la douche, et hop, on a l'information, on a la réponse comme ça, immédiatement, sans y réfléchir, alors qu'on n'y pensait pas à ce moment-là. Et la dernière forme d'intuition qui a été repérée, c'est la forme précognitive, qui est aussi assez connue, ce sont les pressentiments, les prémonitions, la télépathie, tout ce qui nous donne des informations sur un autre lieu, un autre temps, une autre personne, et qui fait que parfois, on a effectivement des informations qui nous surprennent et qui vont se vérifier et qui vont s'avérer justes. Oui, alors, mais du coup, ça répond pas vraiment à ma question. Elle vient d'où, en fait, cette information? Est-ce que c'est nous qui la générons? Est-ce que, tu sais, un peu comme une toile d'énergie, en fait, il y a de l'information partout, comme ça, autour de nous. Et puis, ouais, comme un récepteur, quelque part, on capte, je sais pas, une énergie, une information, une onde. En fait, ça vient d'où, en fait, concrètement? Est-ce qu'on sait? Ouais. Oui, en fait, on capte. L'intuition ne vient pas de nous. On capte une information qui est, sauf si c'est une intuition sur nous-mêmes, par exemple sur un problème de santé, sur une maladie, etc., où on peut avoir une information sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais sinon, le plus souvent, ce sont des informations qui concernent les autres, la nature, le monde, et ce sont nos antennes, nos capteurs invisibles, notre sensibilité en fait, tous ces capteurs de notre sensibilité qui nous permettent de recevoir ces informations. Et aujourd'hui, avec la physique quantique, on sait que ces informations, effectivement, elles sont dans un champ électromagnétique, un champ d'information qui fait que si on veut, on peut capter toutes sortes d'informations. Il y a des personnes qui sont douées pour ça, qu'elles soient médiums ou voyantes ou tout simplement intuitives, des personnes qui vont capter plus que d'autres les informations qui sont autour de nous.
Ouais, alors tu parles d'hypersensibilité, du coup, j'imagine que les hypersensibles sont plus réceptifs, du coup, à ce type d'information. Oui, oui, tout à fait. Les personnes ultrasensibles ou hautement sensibles sont plus réceptives, hein, c'est le fait de leur sensibilité élevée. En revanche, par l'éducation et la culture, il y a certaines personnes très sensibles qui ne vont pas écouter ou pas tenir compte de ces intuitions malgré leur réceptivité. Oui, parce que, bah, un peu comme tu l'as vécu toi visiblement au sein de ta famille, il y a un poids sociétal, un poids parfois familial, où si on a un entourage qui est très cartésien, bon, bah, oui, en fait, tu peux leur parler de ce que toi tu vis dans ton monde intérieur, mais bon, soit ils vont se fiche de toi, soit ils vont pas te prendre au sérieux et puis ils vont dire: «Mais non, bah, en fait, c'est des bêtises» et puis, en fait, vous allez passer à autre chose en termes de sujet, ouais. Oui, ouais. Exactement, c'est tout ça à la fois, hein. C'est à la fois, ils n'y accordent pas d'intérêt, pas d'importance, ils se moquent de toi, ils passent à autre chose, ils veulent absolument des preuves, tangibles, matérielles, mais aussi, des réflexions ou s'appuyer déjà sur, une culture scientifique rationnelle connue. Plus on se prive de ses intuitions, moins on les écoute, plus on en a peur. Et plus on croit qu'on doit absolument pouvoir tout expliquer, alors que les personnes comme toi qui sont à la fois intuitives et à l'écoute de leurs intuitions, savent bien que, ben, voilà, quand on a une information, on peut en tenir compte. Si on l'écoute, c'est mieux et on peut f construire des Exactement. projets comme tu le fais, hein, comme tu le fais depuis longtemps, Exactement. qui Ouais, c'est ça qui est dingue et que je trouve magique. Donc moi, c'est pour ça, en fait, que j'amène les gens de plus en plus, et c'est pour ça que je fais des lives, notamment autour de l'intuition et je vais continuer du mieux que je peux à en faire pendant toute l'année 2024, justement pour que les gens vraiment comprennent et conscientisent que c'est notre meilleur guide dans la vie et que ça peut vraiment, mais tellement bien driver, en fait, une bonne partie de toutes les décisions qu'on peut prendre, qui parfois peuvent être des décisions un peu compliquées. Et même moi, tu vois, j'ai envie de dire, même moi qui écoute cette intuition, qui la cultive un peu, tu sais, comme un muscle, depuis que je suis tout petit, bien évidemment, ça m'arrive encore, en fait, de pas l'écouter et systématiquement, quand ça se produit, in fine, je me dis: «J'aurais dû m'écouter» et ça, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois. oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'intuition, elle envoie tout de même des signaux forts. Même si c'est rapide, même s'il y a quelque chose d'un peu flou dans l'intuition, le signal est fort. En tout cas, il y a un moment, c'est clair et si je prends, mon expérience, mon exemple, quand je n'écoute pas mes intuitions, pourtant je l'ai eu l'intuition, je sais bien que je l'ai eu. Je ne peux pas me raconter des histoires en me disant qu'à tel ou tel moment, j'ai pas senti que quelque chose n'irait pas ou qu'au contraire, c'était une super opportunité et que j'aurais dû dire oui. Et donc quelques jours, semaines, mois ou années après, quand vraiment ça se confirme que j'aurais vraiment dû écouter mon intuition, je me dis: «Mince, je le savais, enfin, je l'ai vraiment senti, c'était clair». Donc on ne peut pas se raconter d'histoire en se disant: «Moi, j'ai pas eu l'information». En fait, d'une façon ou d'une autre, on l'a eu, même si c'était très ténu et très rapide. Oui, tout à fait et puis il y a aussi, de ce que j'ai pu remarquer et comprendre, c'est qu'on peut tous capter cette forme intuitive de manière assez différente en termes de ressenti. Tu sais, par exemple, pour certains, ça va être des frissons, pour d'autres, ça va être, je sais pas, au niveau du ventre, par exemple, puis pour d'autres personnes, ça va être encore très différent et puis il y a encore autre chose, il y a aussi, tu sais, ces fameux signes qu'on peut nous apporter dans la vie. Alors, je dis «on», je sais pas qui non plus les apporte, sauf c'est nous, hein, qui mais tu sais, des signes de la vie, je sais pas, tu sors dans la rue, puis tu vois une phrase, tu sais, puis en fait, ça te fait penser, par exemple, à quelque chose sur lequel tu es en train de réfléchir. C'est ça aussi, l'intuition, c'est être, réceptif comme ça aux signes de la vie? Oui, tout à fait. Alors, déjà par rapport à le début de ce que tu as dit, effectivement, les intuitions de quelque chose de favorable enfin, d'après l'enquête que j'ai fait, les intuitions de ce qui est favorable pour nous vont être, heu, légères et agréables. C'est-à-dire un petit frisson, une petite tiédeur, un mouvement d'aise, une forme d'appétit, une joie et cetera. Tout ça, ce sont des signes intuitifs que cette chose-là est bonne pour nous ou ça nous met dans l'espérance, dans l'espoir, dans la créativité. Tout ça, c'est le signe que d'une intuition qui est bonne pour nous, enfin de quelque chose qui est bon pour nous, puisque toutes les intuitions sont bonnes comme tu l'as dit. En revanche, quand c'est l'intuition de quelque chose qui ne va pas, on a un coup de froid ou une tension, une douleur ou quelque chose de plus désagréable qui va se manifester dans le corps. Donc ça, c'est important de pouvoir reconnaître ces signaux-là
Et du coup, j'en ai, comme tout à l'heure, oublié ta question. Non, je disais que est-ce qu'il fallait être attentif, tu sais, aux signes des fois dans la vie, tu Ah sais, oui, quand t'es, tu vois? effectivement. Alors, les signes, ils sont là. Et plus notre conscience est ouverte, plus on est capable de repérer les signes qui nous disent tu es sur le bon chemin, qui viennent confirmer une première intuition, on est confirmé par un signe, puis encore un signe, etc. Ce qu'on appelle les synchronicités. C'est notre conscience qui est capable de lire dans ces signes quelque chose qui confirme notre désir ou une intuition qu'on a eue et qu'on est en train de suivre. Donc je pense que c'est vraiment important d'être non seulement à l'écoute de nos intuitions, mais aussi de tous ces signes qui viennent les confirmer. Et c'est là où je peux m'apercevoir pour certaines personnes, moi j'ai l'impression que c'est too much du coup, qu'elles sont un peu trop, tu sais, dans leur vie, à chercher des signes, justement. Et moi j'ai plutôt tendance à leur dire non, en fait, ben, c'est simple à dire, hein, mais lâchez prise. Il n'y a pas tout le temps des signes dans notre vie, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est important que tu le dises. Et d'ailleurs, je te remercie parce qu'il y a peu de personnes comme toi qui osent dire ça. Ah, d'accord. Oui, oui, parce qu'en fait, il y a un côté de mode, il y a un côté de vogue, de la synchronicité, de parler des signes qu'on reçoit, etc. Et donc, j'ai l'impression, hein, ça c'est un peu ce que je constate moi de mon côté, qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux ou dans la vie qui vont en faire trop dans voilà les signes que je reçois ou qui sont, comme tu dis, très très accrochés à chercher des signes, alors que comme tu l'expliques très bien, c'est plus dans la réceptivité. Je suis dans l'ouverture et dans cette ouverture, je vais percevoir des signes quand ils arrivent, mais je ne suis pas tendu à la recherche absolue de signes qui font que parfois je vais même en inventer pour pouvoir montrer aux autres que je reçois des signes. Oui, c'est vrai. Bah, écoute, c'est oui, complètement, c'est ce que je vois moi aussi. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais tu sais, moi, je suis né dans une famille où, je suis né en 78 et je suis né dans une famille où on parle, quand même de connaissance de soi, de développement personnel depuis que je suis gamin. J'ai créé mon entreprise en 2003, donc j'ai un regard, pro et perso, on va dire. Et ce que je remarque à titre pro, pour le coup, c'est que le marché, du bien-être et du développement personnel, la connaissance de soi est en pleine explosion depuis au moins une bonne dizaine, voire une douzaine d'années. Et dans le lot, on peut retrouver justement des personnes dont tu viens de parler, justement, qui sont pour moi dans des formes un peu extrêmes. Il faut revenir à, j'aime bien, tu sais, dire de revenir un peu aux fondamentaux. C'est-à-dire que avant de vouloir déjà commencer à écouter les signes, à écouter son intuition, à s'intéresser au Reiki, au magnétisme, etc., bah, déjà commencer à avoir une bonne alimentation, par exemple, qui me semble peut-être un des piliers, tu sais, le plus important pour être peut-être de plus en plus réceptif à notre créativité et à notre intuition, parce que c'est ce qui nous nourrit dans notre vie de tous les jours, et c'est comme le disait Hippocrate, c'est notre meilleur médicament. Oui, merci, tu as vraiment raison parce qu'en fait, quand on revient au corps, à la réalité du corps, on est dans une écoute véritable. On n'est pas dans la projection de ce que j'aimerais entendre, de ce que j'aimerais voir, de ce que j'aimerais recevoir comme signe ou autre chose. Donc moi, je pense aussi que c'est très important de tout le temps revenir au corps, à la respiration, qui est la vie elle-même, le fait d'avoir une respiration très libre. Il y a aussi dans le mouvement du développement personnel parfois des exagérations ou des erreurs en ce qui concerne la respiration. C'est d'abord la liberté de la respiration qui fait qu'on est pleinement en vie. Et puis l'alimentation, tu as mille fois raison, où un corps bien nourri, c'est un corps qui a une bonne énergie, c'est un corps qui n'est pas alourdi, c'est un corps qui n'est pas dans un très gros effort de digestion longue, où on va donc être disponible pour vivre dans notre sensibilité tout ce qui se passe et s'ajuster aux situations, aux personnes, entendre vraiment ce qu'on nous dit, le ressentir dans notre corps et notre sensibilité. Et je pense que effectivement l'alimentation, c'est un des piliers du développement personnel, de la croissance personnelle, comme disent nos amis québécois. Et moi, j'en suis venu, alors j'ai 58 ans, ce qui fait que je dois plus faire attention à ma santé que quand j'avais 30 ou 40 ans, mais j'en suis venu à ne plus manger le soir pour avoir 16 heures au moins pendant lesquelles je ne digère plus rien. Et avec mon compagnon, on fait ça tous les deux depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, et on se rend compte que ça favorise les états méditatifs, ça favorise la clarté de l'esprit, ça favorise la réceptivité aux intuitions. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important par rapport à l'alimentation. Oui, complètement. Alors, toi, tu donnes ton exemple. Moi, par exemple, c'est dans mon exemple, et je vais t'expliquer pourquoi je donne mon exemple. Moi, je ne mange pas à midi, par exemple.
et je mange très léger le soir. Je dis ça pourquoi? Parce que pour que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent là aujourd'hui comprennent que c'est à chacun de voir ce qui est bon pour lui. C'est pas parce que toi tu fais ça et que moi je fais ça qu'il faut faire exactement la même chose. On est tous très différents dans l'assimilation des aliments et donc notamment de la vitalité que ça pourrait nous apporter. Donc c'est vraiment à chacun de se positionner un peu comme un chercheur et de voir vraiment l'alimentation qui lui convient parfaitement et qui lui apporte de l'énergie, donc du coup de la vitalité. Ça me semble important de le souligner parce que c'est pareil dans le monde de l'alimentation, tu sais, je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont dites. Non, on est tous différents, donc c'est vraiment à chacun d'être un chercheur et de trouver ce qui est vraiment bon pour lui, quoi. Oui, tout à fait, d'être un chercheur et de ne pas être rigide, parce que ne serait-ce que même pour la même personne, en fonction des saisons, on peut avoir des besoins différents. Quand il fait chaud, quand il fait froid, quand il fait sec, quand il fait humide, on a des besoins différents. Et si on est un chercheur et qu'on est à l'écoute de son corps et de ses besoins, on va aussi moduler son alimentation en fonction des saisons et puis parfois en fonction des déplacements ou d'un jour où on a plus besoin d'énergie qu'un autre. Cette écoute-là, pour l'alimentation, moi je la pratique aussi pour le repos. C'est-à-dire que maintenant, si j'ai besoin de me reposer dans la journée, j'écoute mon corps et je me repose. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Je me repose. C'est pareil par rapport à la sédentarité. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester assis. Donc, je bouge beaucoup dans la journée. Et si je sens que j'ai vraiment besoin d'aller faire une longue marche, maintenant, je m'écoute et je vais marcher. Mais c'est tellement juste ce que tu dis, et ça, je trouve, tu sais, qu'une grande majorité de la population a oublié, tu sais, d'être à l'écoute justement de soi. Ce qui me vient à l'esprit aussi, c'est encore cette histoire d'alimentation où les gens mangent tous à la même heure. Tu sais, à midi, le matin, c'est à peu près la même heure. Après le soir, enfin, les gens ne sont plus connectés vraiment à eux, tu sais, à leur corps. C'est comme si on était des cerveaux sur pattes, tous très connectés dans notre tête, et qu'on était déconnectés complètement de notre corps. Et c'est vrai que peut-être une des clés qu'on pourrait donner, c'est faites du mieux que vous pouvez, parce que c'est pas évident d'un individu à un autre, pour vous reconnecter à votre corps, à vos sensations, etc., quoi. Oui, ça c'est vraiment important. Et moi, c'est passé beaucoup par le massage. C'est-à-dire que, étant né dans une famille d'intellectuels qui ne valorisaient que ce qui était rationnel, donc que le cerveau, hein, et le corps était complètement oublié, quand j'étais jeune homme, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème, parce que je vivais dans ma tête, mais je n'arrivais pas à vivre dans mon corps. Donc j'ai fait du chant, du théâtre, du sport, des arts martiaux, etc., pour vraiment m'incarner. Et puis après, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que ce qui m'aidait en dehors de la marche et de la nage, parce que j'aime beaucoup nager aussi, c'était de me faire masser, c'est-à-dire ce temps où je reçois par la caresse, par le toucher, quelque chose qui me remet dans mon corps. Et progressivement, dans l'heure de massage ou l'heure et demie de massage, ça dépend des fois, je sens bien que je redescends dans mon corps et que mon cerveau s'arrête de tourner en rond. Donc voilà, je pense qu'effectivement, comme tu le disais, chacune et chacun de nous trouve ce qui est bon pour elle ou pour lui. Moi, ça a été par le biais du toucher et du massage. Alors, tu n'es pas le seul à le dire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui me disent exactement la même chose. Visiblement, le massage peut être un très bel outil, justement, ouais, comme toi tu le vis, pour revenir à son corps, effectivement. Tu disais aussi que tu t'écoutais de plus en plus et que quand tu sentais le besoin d'aller marcher, donc tu allais marcher. Je me laisse imaginer, mais tu me dis si je me trompe, mais tu vas marcher en pleine nature, j'imagine? Alors, j'ai déménagé récemment parce que comme mon compagnon est styliste et couturier, il avait besoin qu'on soit en ville, alors que pendant longtemps j'étais dans le Perche, qui est une région de nature et de forêt, où là c'était facile de marcher en forêt. Donc là on habite une ville moyenne, Saint-Quentin, qui est dans les Hauts-de-France, où on a de la forêt et des réserves naturelles pas loin, mais j'ai tout de même besoin de traverser la ville avant d'arriver dans les parcs ou la réserve naturelle. Mais néanmoins, même si je commence à marcher en ville et qu'après je suis dans la nature, le fait de me mettre en mouvement, c'est déjà très bon pour moi. Et après, une fois que je suis en pleine nature, effectivement, il y a les oiseaux, les arbres, l'eau, et tout ça est fabuleux. Oui, puis alors c'est intéressant ce que tu dis parce que pareil, il y a beaucoup d'études qui nous le disent, et ce qui nous manque dans nos villes sédentaires, c'est justement de remettre du mouvement dans notre vie. Donc ça peut être à travers un sport, bien évidemment, moi que je recommande fortement à chacun de trouver le sport qui lui convient, mais ne serait-ce que déjà de remettre du mouvement dans sa vie, ça me paraît quelque chose de fondamental, et notamment parce que quand tu cumules
une bonne alimentation, tu remets du mouvement dans ta vie, tu vas dans la nature, tu pratiques des exercices de relaxation, bah, bien évidemment, quand tu cumules tout ça de jour en jour, forcément, bah, tu es mieux dans ta tête, tu es mieux dans ton corps, donc tu es beaucoup plus connecté à ta partie intuitive et créative. On est d'accord? Tout à fait, parce que là encore, c'est confirmé autant par l'expérience, la tienne, la mienne, que celle de tout un chacun, que par les études scientifiques. Plus notre conscience est élargie, c'est-à-dire plus notre conscience est ouverte en fait, hein, plus nous sommes réceptifs et réceptifs aux intuitions. Donc, marcher dans la nature ou simplement nous mettre en mouvement, faire des exercices. Moi, je pratique de la gymnastique le matin, je fais du yoga et du qigong le soir, et dans la journée, je fais des mouvements d'assouplissement quand je sens que j'en ai besoin ou de relaxation. Tout ça nous met en contact avec le vivant de notre corps et on est d'autant plus à l'écoute de nos intuitions. Mais oui, c'est clair. J'invite d'ailleurs les gens qui nous écoutent, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça me fait beaucoup penser au livre que j'ai écrit, en fait, C'est quoi le bonheur pour vous, quand on parle de tout ça, parce que moi, je dis très souvent qu'on revient aux fondamentaux, et c'est tout ce dont je parle, en fait, hein, dans mon livre. Toi, dans ton livre, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, qu'est-ce que tu entends par des pouvoirs insoupçonnés, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les titres sont principalement choisis par les éditeurs, hein, donc il y a ce côté D'accord. un peu merveilleux ou émerveillant du titre, alors que le propos de mon livre est tout de même assez simple d'être qu'est-ce que c'est que l'intuition, comment écouter ses intuitions, comment élargir sa conscience, comment se rendre compte que toutes nos intuitions sont bonnes. Ce sont souvent nos interprétations de l'intuition, de nos intuitions qui nous mettent en porte-à-faux, ou alors nos craintes d'écouter, de suivre nos intuitions qui font qu'on va s'en méfier. Et puis, une des découvertes que j'ai faites, et là peut-être qu'on va en venir à certains pouvoirs de l'intuition, une des découvertes que j'ai faites en faisant cette enquête, c'est que notre intuition est non seulement notre allié pour tout dans notre vie, mais elle l'est aussi pour notre santé. C'est-à-dire que j'ai découvert des milliers de personnes dans le monde qui, un jour, à la suite d'un accident ou d'un problème de santé ou d'une maladie chronique ou même dans des maladies graves, se sont rendus compte qu'elles devaient d'abord s'écouter elles-mêmes et dire à leur médecin, oser dire à leur médecin ou à leur thérapeute ou leur naturopathe, etc., voilà ce que moi je ressens par rapport à cette maladie ou par rapport à ce problème, voilà ce que moi je ressens par rapport à mon alimentation et donc voilà ce dont j'aurais besoin, voilà ce qui se passe quand je prends tel traitement et je sens que j'aurais besoin d'autre chose. C'est-à-dire que plus on ose dire à nos médecins ce qui est important pour nous, plus on les aide, nos médecins, nos thérapeutes, nos naturopathes, etc., hein, plus on aide les personnes qui nous soignent à tenir compte de nos spécificités, de nos besoins, et donc à nous aider à guérir. Et plus on va aussi nous-mêmes changer des choses dans notre quotidien, l'alimentation, le regard sur le monde, nos relations, certaines personnes qui se sont mises à vivre alors qu'elles finalement elles étaient dans une espèce de forme de survie ou d'existence mécanique pour répondre enfin pas aux besoins, mais à la culture ambiante ou aux demandes de la société, des personnes qui, en écoutant leurs intuitions, se mettent tout d'un coup à dire mais moi j'ai vraiment envie de vivre ça, j'ai vraiment envie d'être ça, j'ai vraiment envie de manger ci ou ça, de vivre telle vacances, etc. Et tout d'un coup, en écoutant leurs intuitions, qu'ils se rendent compte qu'elles vont de mieux en mieux, comme tu le disais tout à l'heure, hein, et qu'elles guérissent. Ça, je Oui, c'est pense que ça. c'est un vrai pouvoir de l'intuition. Oui, quelque part, c'est un peu, tu sais, l'image qui me vient à l'esprit, c'est comme si on reprenait les rênes de notre vie. Exactement, exactement. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Moi, c'est tout ce que je vis, je te dis, depuis que je suis tout petit. C'est quand même assez dingue. Et je trouve que finalement, le titre, il est pas si, comme tu dis, tu sais, benchmarking ou je sais pas quoi. Je trouve que c'est vrai, c'est vraiment un pouvoir qui est insoupçonné parce que on nous l'a pas appris, ça fait pas partie de notre culture. Peu importe d'ailleurs, j'ai l'impression, hein, du pays dans lequel on va naître. J'ai pas l'impression qu'on nous accompagne, tu sais, sur ce chemin de la connaissance de soi et du savoir-être globalement. C'est toute une démarche introspective très personnelle. T'imagines quand même, parce que je sais pas si tu le sais, mais je mets beaucoup d'énergie aussi dans le monde de l'éducation, et je me dis, putain, t'imagines quand même si on amenait les enfants le plus tôt possible à se connaître. Enfin, t'imagines comment on changerait l'humanité, ça serait magnifique. Alors, moi, j'y crois aussi. Je suis moins engagé que toi au service de l'éducation.
Et je le regrette parce que je pense que c'est effectivement un des leviers principaux pour changer le monde. Mais je crois, et j'en parle depuis longtemps, je crois en la révolution sensible, c'est-à-dire le fait de remettre la sensibilité et donc nos corps, la réalité incarnée de nos êtres au centre de nos vies, au centre des relations, au centre de la société. Et qu'en faisant ça, on pourrait permettre, comme tu le dis, dès l'école maternelle, à aider les enfants à écouter leurs intuitions, à écouter leur corps, leurs besoins, ce qui se passe pour eux vraiment, et qu'on créerait des générations beaucoup plus intelligentes qu'en s'appuyant uniquement sur l'orthographe, la grammaire, le calcul, des choses qui sont déjà très rationnelles, c'est-à-dire déjà très déconnectées de comment ça se passe dans le corps, comment ça se passe dans la vie, comment ça se passe dans la nature, comment ça se passe vraiment avec les autres. Et je pense aussi, puisque j'ai écrit un livre sur le harcèlement et que tu m'as accueilli dans ta revue avec un article là-dessus, je pense aussi que plus les enfants seront éduqués à l'écoute de leur corps, de leur sensibilité, de leurs intuitions, plus ils seront dans l'empathie, dans la créativité, dans l'accueil des différences, et moins il y aura de harcèlement, parce qu'on n'aura plus besoin de croire qu'on est dans la domination ou que les différences ne sont pas acceptables. On sera au contraire dans l'émerveillement, et là c'est dans le vrai sens de l'émerveillement et de l'enthousiasme, que waouh, elle est différente de moi, il est différent de moi, il pense ça, elle pense comme ci, il fait comme ça, elle fait comme ça, j'apprends avec les autres, et je pense qu'on sera dans un véritable enrichissement mutuel, et que ce n'est pas du tout utopique, que toi comme moi, nous savons dans nos vies que réellement depuis des années, tu dis que toi c'est depuis que tu es tout petit, moi c'est depuis que je suis en thérapie, depuis des années nous savons qu'en fonctionnant comme ça, qu'en vivant dans cette écoute de soi et des autres, en fait non seulement on est heureuse et heureux, hein, comme on le voit dans ton livre et dans ton film, mais en plus tout va mieux, on est beaucoup plus créatif et créatif. Oui, c'est vraiment, et parfois j'ai même du mal, tu sais, à mettre des mots justes, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que bon, voilà, au moins ça y est, c'est écrit, quoi. Mais encore, c'est pas suffisant, hein. Il y a la suite qui arrive là au mois d'octobre, hein, c'est juste une première partie. Mais effectivement, ça change mais radicalement tout en fait dans ta vie. Et moi, je mesure la chance que j'ai d'avoir commencé très tôt, tu vois, du coup, d'être né dans cette famille où on parlait de tout ça, où ma mère me disait encore ce week-end que j'avais commencé à l'âge de 10 ans, tu vois, à commencer à me poser des questions et à cheminer en quelque part vers moi. Je mesure vraiment la chance que j'ai. Et c'est pas utopique comme tu le dis, parce que on voit quand même autour de nous, quand on commence à s'intéresser à ça, il y a de plus en plus de personnes qui, comme on dit, qui ont des prises de conscience, qui commencent à prendre soin d'eux. Et donc du coup, on voit bien que quand tu mets de l'énergie pour toi, finalement, ça a un impact aussi sur le collectif. Parce que c'est ça aussi que les gens oublient, dont je voulais te faire réagir. Parce que tu dois l'entendre aussi de ton côté, j'imagine. Très souvent, en tout cas dans notre culture française, on nous fait croire que c'est égoïste de penser à soi avant de prendre soin des autres. Bon, il y a un gros poids judéo-chrétien notamment derrière tout ça, mais bien évidemment que ce n'est pas possible. Ça peut être que tout l'inverse. Il faut commencer par prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. On est d'accord ou pas là-dessus ? Mais complètement, complètement, et c'est très très important de le souligner et de le réaffirmer jour après jour pour que vraiment la culture change. Je pense d'ailleurs que c'est plus chrétien que juif, hein, puisque dans la culture juive, dans les cultures juives et musulmanes, il y a plus de place pour le corps, il y a plus de place pour l'alimentation, l'intérêt porté à l'alimentation, et aussi pour l'affirmation de soi. Je pense que dans la morale chrétienne, il y a quelque chose qui est très plombant par rapport au fait qu'on devrait souffrir, on devrait toujours être dans l'obéissance, il ne faut pas penser à soi, etc. Et que ce catéchisme-là, il a influencé pendant des millénaires, des générations et des générations, et même pour les personnes qui sont maintenant athées ou qui n'ont pas de pratique religieuse, il y a comme une persistance de cette morale, de la souffrance, de la douleur, de la mortification, qui fait qu'on croit qu'on ne doit pas s'écouter, qu'on ne doit pas parler de soi, qu'on ne doit pas faire des choses pour soi, alors que c'est tout le contraire, et qu'on a vraiment besoin de changer la donne, et merci de le faire de ton côté, pour faire comprendre que mieux je vais, mieux je peux m'occuper des autres, mieux je m'écoute, mieux je suis capable d'écouter les autres, et que c'est tout le temps comme ça, dans une espèce de va-et-vient, où on a vraiment besoin de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres.
Mais oui, puis bon, comme je te dis, moi je le vois et je le mesure vraiment, hein. Je vois l'impact que ça peut avoir vraiment dans mon entourage proche, ma famille, mes amis, bien évidemment dans mes activités aussi, parce que mon leitmotiv, c'est d'inspirer les gens, de semer des graines et tout, et cetera. Donc, bien évidemment, je le mesure. Et au-delà de le mesurer, et moi j'ai envie systématiquement d'inviter les gens, tu sais, à pas forcément nous écouter, à prendre pour argent comptant ce qu'on est en train de dire, mais à leur dire, bah, si vous avez envie de vous rendre compte de ce qu'on dit, vivez les expériences. Amusez-vous avec l'intuition, que ça devienne un jeu. Amusez-vous, je sais pas, à vous cuisiner des bons plats jolis, colorés, régulièrement pour voir si ça fait vraiment un effet sur vous. Allez vous balader, je sais pas, pendant un mois, vous vous dites, allez, je vais me balader au moins, allez, une demi-heure en pleine forêt, et puis je vais voir en fait ce que ça me fait. Vivez les expériences. Je trouve qu'une fois de plus, on est trop, tu sais, intellectualisé. Les gens sont très bons pour faire des brainstorming, pour remettre en question probablement d'ailleurs ce qu'on dit. Mais au-delà de remettre en question intellectuellement, vivez les expériences et après on en reparlera. Oui, 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 tu as raison. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes de la psychologie, donc d'une partie du développement personnel, c'est d'être intellectuel, de penser les choses, de les expliquer de façon très rationnelle et très abstraite, en donnant des conseils ou voire des injonctions, au lieu de faire comme tu le dis, chacune et chacun de nous, faisons nos expériences, voyons ce qui est bon pour nous à tel moment de notre vie, parce qu'on évolue aussi, et partageons-le. Partageons-le là comme aujourd'hui, et puis que les personnes qui nous écoutent le fassent avec leurs amis, leurs proches, leurs enfants, leurs parents, et que on soit vraiment dans le respect de chaque expérience en disant pour toi c'est comme ça et pour moi voilà quelle expérience j'ai faite et ce que ça m'apporte. Et je pense que ça va changer la civilisation aussi, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus être gouverné de la même façon à partir du moment où chacune et chacun de nous sera vraiment dans son expérience, en demandant le respect de cette expérience et de l'écoute de soi. Et ce que je voulais te poser comme question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure concernant la société, la civilisation, c'est que très souvent, nous les psys, dans nos consultations ou dans les ateliers qu'on organise ou les stages qu'on organise, qu'on anime, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Alors, c'est vrai qu'à une période de ma pratique, j'ai réussi à avoir autant d'hommes que de femmes dans mon cabinet et ça a de nouveau changé. Depuis la pandémie, c'est de nouveau beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait que, même si tu es un homme, je suis un homme, on parle de ce qu'on vit dans notre expérience de développement personnel, d'évolution humaine. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à toucher plus les hommes pour qu'ils se mettent eux aussi en chemin dans cette recherche, dans cette expérience, ce partage de leur sensibilité? Ah, mais j'aimerais tellement, je te rejoins et je suis très content de voir que ça évolue quand même. Il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à tout ça. Le plus récent, c'est le congrès C'est quoi le bonheur pour vous qu'on a organisé au mois de novembre à Arcachon. Donc il y avait 600 personnes et j'ai demandé à main levée où sont les gars. Et il y avait quand même beaucoup de gars, tu vois, sur 600 personnes. Bon, c'est clair, c'est une majorité de femmes, hein. Mais quand je dis beaucoup, je pense qu'il doit y avoir au moins une centaine de gars, tu vois, sur 600 personnes. Et j'étais super content parce que je peux dire qu'il y a 10 ans en arrière, il n'y aurait pas eu 100 gars dans la salle. Donc, on avance dans la bonne direction. Moi, pour répondre à ta question, ce que je vois, ce que je perçois, ce que je comprends, c'est que déjà, mécaniquement, on est quand même très différents, hommes et femmes. Notre sensibilité, elle est aussi très différente d'un homme à une femme. Donc, on voit bien que les femmes sont beaucoup plus connectées à leurs émotions, à leurs parties sensibles, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que nous, globalement, physiologiquement, quelque part, on l'est beaucoup moins. Donc, je pense que ça peut être une explication assez rationnelle de dire que déjà, en fait, physiologiquement, on est très différents. Donc, nous, on est moins connectés à cette partie émotionnelle, intuitive. On va se livrer beaucoup moins. Alors après, il y a un gros poids sociétal aussi derrière tout ça, où l'homme, il est perçu, tu sais, comme encore, pour imaginer, comme le guerrier, tu sais, il est fort, quoi. C'est le gars qui va ramener, je sais pas, pour vraiment extrapoler l'argent à la maison pour que tout le monde se nourrisse. À l'époque de Cro-Magnon, c'est le gars qui va ramener à manger tout simplement, qui va aller chasser. Enfin, il y a une image encore de l'homme, je trouve, qui est tellement conditionnée par notre société, qui est en réalité très fausse, quoi. Donc, il y a de plus en plus de garçons qui se retrouvent pas du tout dans cette image, ça leur correspond pas du tout. Et heureusement, parce que c'est vrai que c'est vraiment très cliché. Et au même titre qu'il y a aussi une perception de la femme qui est encore extrêmement cliché, quoi. Mais pour autant, voilà, l'homme, il a
ce rôle d'être quelqu'un de viril, tu sais, de pas avoir d'émotions, de pas pleurer. Et alors, en fait, c'est totalement faux. Il y a des cercles d'hommes qui commencent à s'organiser un petit peu partout là en France. Moi, j'y suis pas allé. Peut-être qu'un jour, j'irai par curiosité, parce que je trouve ça génial que ça existe. Il y a toujours eu des cercles de femmes, mais en fait, il n'y a jamais eu de cercle d'hommes. Et donc, de ce qu'on me raconte, de ce qui se passe à l'intérieur de ces cercles, c'est juste magnifique, parce que, enfin, les garçons peuvent se livrer de ce qu'ils vivent dans leur couple, dans leur vie, en fait, personnelle, et qui n'auraient pas forcément des oreilles, tu sais, attentives autour d'eux, quoi. Parce qu'il y a cette image du garçon qui est complètement fausse, en fait, de notre société. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes qui s'intéressent au développement personnel, à la connaissance de soi, qui participent à des stages, qui vont voir des conférenciers, etc. Parce qu'elles sont beaucoup plus connectées que nous à ça. Et puis je vois encore, oui, cet aspect physiologique, tu sais, elles sont très connectées au cycle aussi, à la lune. Enfin, elles sont beaucoup plus connectées à plein de choses, j'allais dire même dans l'ordre de l'invisible, que nous, en réalité, quoi. Si ça peut répondre à ta question. Oui. Et donc, je ne peux qu'inviter les hommes qui nous écoutent à participer à des cercles d'hommes ou à venir à des conférences ou à dire ce qu'ils pensent ou quelles sont leurs expériences par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, et toutes les idées qui circulent dans le développement personnel ou ailleurs. Et puis peut-être à oser exprimer leur sensibilité, leurs émotions, leurs sentiments, leur spiritualité, leur façon peut-être pudique, plus réservée d'avoir une vie spirituelle, même si elle est en dehors des religions, et que tout ça, ce serait très enrichissant pour tout le monde. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur ce qu'on se disait juste en amont, avant que tu me poses cette question, parce que c'est encore dans mon esprit, c'est cette responsabilité citoyenne. C'est-à-dire que, tu vois, je trouve qu'on oublie en fait notre responsabilité citoyenne. Notre responsabilité citoyenne, entre autres, c'est justement de prendre soin de nous. C'est de prendre soin de nous avant de vouloir prendre soin des autres. Et donc, peut-être que ça serait intéressant déjà, au moins que les gens, tu sais, conscientisent ça en se disant, mais c'est vrai, quelque part, j'ai cette responsabilité déjà d'être bien, en fait, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps. J'ai tellement en tête là plein de situations qu'on peut observer beaucoup en ville, beaucoup moins à la campagne. Tu sais, de gens, tu sens en fait qu'ils vont pas bien. Tu sais, par exemple, ils vont parler tout seuls dans la rue, ou je sais pas, tu vas faire la queue dans un supermarché, et puis sans t'en rendre compte, tu vas doubler cette personne, et là d'un coup, elle va exploser, tu sais, comme une espèce de bombe émotionnelle. Ça prouve, tu sais, que elle va pas bien. Et on voit tous des phénomènes un peu comme ça dans notre vie, encore plus quand tu es en voiture où les gens pètent un câble. Et si on comprend tout ce que je suis en train de dire là en filigrane, si on prenait soin de nous, si on a conscientisé cette responsabilité, il n'y aurait pas tout ça en fait. Les gens pèteraient pas un câble parce que tu le doubles dans une queue dans un supermarché. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important, je trouve, de conscientiser ça. Oui, tu as raison, c'est très important parce que si on était dans une forme d'harmonie avec soi-même, comme on le disait tout à l'heure, d'écoute suffisante de soi, de capacité à trouver de la relaxation, de la détente ou des ressources, même dans des journées difficiles, parce qu'on a cette habitude soit d'aller marcher, de faire un peu de relaxation, de danser, d'écouter de la musique, de chanter. Chacune et chacun trouve ses façons à elle ou à lui de se recentrer, de se retrouver, de se réharmoniser. Mais si on avait cette culture, comme un peu en Asie, de faire du Qigong ou du Tai Chi le matin avant de commencer la journée de travail ou d'autre chose, je pense que tout irait mieux parce qu'on serait effectivement moins à cran, moins dans l'explosion immédiate, réactive, et moins dans la projection, moins dans le fait d'imaginer des choses fausses sur les gens, parce qu'on est mal à l'aise et mal dans sa peau, et qu'effectivement, ça, ce serait peut-être, c'est certainement le début dans cette responsabilité citoyenne, le début du grand changement de l'humanité, dans un meilleur respect des humains, mais aussi de la nature. Je pense que tout est lié, en fait, que si on va dans le sens dont tu parles, tout ira mieux globalement. Ouais, tu prêches un convaincu. Et là, j'ai en tête, j'ai l'impression d'entendre les gens ou certaines personnes, tu sais, qui pourraient se dire, bon, ils sont mignons quand même tous les deux. Mais moi, je trouve qu'ils ont, globalement, on va dire qu'ils ont raison. Et en fait, comment je fais, moi, avec mes 3 gamins, avec le boulot que j'aime pas, avec, je sais pas, j'ai 1h30 de voiture à faire aller, 1h30 de retour pour retourner chez moi. Comment je fais, moi, pour m'occuper de moi? Est-ce que tu as des idées pour eux?
Déjà, dire que j'étais donc, enfin, je suis encore papa, mais je me suis occupé de mes enfants et à la suite d'un divorce difficile, je me suis occupé d'eux au quotidien pendant des années et des années, alors que je travaillais. Donc, je sais que c'est difficile et que voilà, on a besoin de trouver des astuces, mais les enfants comme les parents, on a des ressources, on a de la créativité et je pense que malgré le temps de transport, malgré le temps de faire les courses, le ménage, faire à manger, s'occuper des enfants, etc., en plus du travail, on a toujours des petits espaces pour soi, soit avant de s'endormir, soit le matin avant de se lever, soit à un moment ou un autre, on peut aller marcher et puis donner le goût aux enfants. Moi, j'allais beaucoup marcher avec mes enfants. On allait nager ensemble, on méditait ensemble. Ils ont appris les accords Toltec très très tôt. On les a pratiqués ensemble. Enfin, je pense qu'on peut intéresser les enfants, nos enfants ou ceux des autres quand on s'occupe de classes ou de centres aérés ou de colonies de vacances. On peut intéresser les enfants à des choses qui sont finalement bonnes pour tout le monde, quel que soit l'âge, et que si on pratique cette connaissance de soi, ce développement personnel, cette écoute de soi avec des enfants, eh ben, ils vont intégrer tout ça dans leur quotidien, comme tu l'as fait toi dans ta famille, hein, puisque tu en donnes l'exemple, et que ça n'empêche pas faire à manger, aller faire les courses, ça n'empêche pas d'avoir une bonne relation avec ses enfants. On peut leur donner d'ailleurs des responsabilités. Moi, j'allais faire mes courses avec mes enfants parce que n'ayant pas les moyens d'avoir une voiture, on allait faire les courses à pied. Ben, ils venaient m'aider, porter les sacs. Mais c'était un moment de joie, de chansons, de discussions, de regard sur le monde. Et même au moment où on avait vraiment peu d'argent, le jeu, c'était de regarder dans les rayons les prix les moins chers. Et en fait, on se rend compte que même quand on a une vie difficile, du point de vue matériel, du point de vue spirituel ou humain, ou du point de vue du cœur, on peut toujours être dans la joie, on peut être dans l'optimisme, dans le fait de savourer ce qui se passe et de partager ensemble. Partager ensemble nos émotions, nos expériences, nos rêves, etc. Se raconter des histoires. Ça aussi, dans la culture familiale, dans la culture communautaire, raconter des histoires le soir avant de s'endormir, c'est fabuleusement important, ou jouer à des jeux qui vont développer l'imagination ou la créativité. Donc je pense que malgré les difficultés, on peut trouver des moments où on va faire des mouvements, de la marche, une forme de relaxation, de méditation, chanter, danser, et on peut intégrer tout ça dans son quotidien. Oui, c'est vrai, c'est ce que je dis aussi. Et puis j'ai suffisamment d'exemples autour de moi, vraiment de personnes totalement différentes, seules, en couple, avec des enfants ou pas, séparées, etc. Et je vois bien en fait que chacun à son niveau a réussi dans cet espace-temps. On a des journées de 24 heures, donc dans cet espace-temps, à caler des moments en fait pour eux, en fonction de leur vie, en fonction de là où ils en sont aussi, très souvent avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Même ne serait-ce que 10 minutes par jour, c'est déjà génial, tu vois. L'idée, c'est pas de consacrer, d'être, je sais pas, un bouddhiste et de faire 4 heures de méditation tous les jours. C'est pas ça l'idée, mais chaque petit pas mis bout à bout comme ça tous les jours dans cette direction pour prendre soin de soi change vraiment la donne, quoi. Et donc, et au sein d'une famille, on voit que c'est inspirant, comme toi tu l'as vécu visiblement aussi. C'est inspirant pour le reste de la famille. C'est ça qui est génial. Donc oui. Je vois que le temps file. J'ai d'autres questions qui venaient à l'esprit en t'écoutant. Parmi les recherches que tu as faites, est-ce qu'il y a, tu parlais des 4 accords Toltec, et pour moi c'est une des bibles quoi, qu'il faut lire, quoi, qui est vraiment un super livre, les 4 accords Toltec. Est-ce qu'il y a d'autres livres que tu as trouvés comme ça sur ton chemin que tu pourrais recommander aux gens qui nous écoutent? Oui, alors les 4 accords Toltec qui m'ont été dont m'a parlé un de mes patients il y a longtemps, et c'est comme ça que je l'ai découvert, parce que c'était un livre qu'il avait beaucoup aimé. Ça m'a profondément marqué, ça a changé mon regard sur la vie, sur le monde, sur les relations, et ça m'a donné des clés simples pour faire avancer les choses pour moi, pour mes enfants et pour notre entourage. J'ai beaucoup aimé L'Alchimiste, qui est un roman de Paulo Coelho, qui, de façon simple, montre que on peut être à la poursuite de son rêve, on peut être dans une démarche
à l'écoute aussi des signes, mais vraiment comme on le disait tout à l'heure, des signes qui arrivent quand ils arrivent et à l'écoute de ces intuitions, et que tout ça, ça nous met en chemin au sens propre, hein, ça nous met dans une aventure, dans un mouvement, dans la création d'une existence qui a du sens et qui a de la saveur. C'est important la saveur parce que ça se passe dans le corps, qui nous met en joie, qui nous met dans le plaisir. On a besoin de vivre du plaisir au quotidien. Donc j'ai beaucoup aimé L'Alchimiste. Là, comme ça, j'ai pas d'idée particulière. Je pense que les films aussi, alors il y a ton film C'est quoi le bonheur? Il y a des films et des documentaires comme ça qui font du bien. Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Earthing. Alors c'est en anglais pour les personnes qui écoutent l'anglais, qui comprennent un peu. C'est le fait de vivre les pieds nus sur la terre, comme toutes les peuplades aborigènes, et que beaucoup de maladies, alors ça j'ai découvert après avoir écrit le livre sur l'intuition, mais ça aurait pu tout à fait entrer dans ce livre-là, il y a beaucoup de maladies qui disparaissent à partir du moment où on se met pieds nus sur l'herbe, sur le sable, la terre, etc., et qu'on vit comme ça à même la terre, parce que ça fait baisser le niveau d'inflammation, ça rééquilibre notre champ électromagnétique, il se passe plein de choses que ce film explique très bien. Et donc, ce sont des documentaires ou des films qui font du bien. Il y en a un autre qui s'appelle Les Gardiens de la Terre et qui est sur tous les chamanismes des 5 continents. C'est un très beau film. Il y en a un autre qui s'appelle The Horse Boy. C'est sur un enfant autiste et ses parents n'arrivent pas à calmer les débordements pulsionnels ou nerveux de cet enfant qui n'arrive pas à s'ajuster, à s'adapter à la société. Donc, il l'emmène en Mongolie voir des chamans. Et ce qui était très intéressant dans ce film, c'est que dans cette expérience, hein, c'est anthropologique, ils l'ont vraiment vécu comme ça, ils ont filmé ce qu'ils ont vécu, c'est que les chamans remettent beaucoup en question les parents pour leur dire, mais vous ne le laissez pas assez libre cet enfant, vous l'étouffez, vous voulez trop bien faire à sa place. Et donc, les parents sont secoués, hein, parce que il faut qu'ils arrivent à encaisser ce qu'on leur dit, jusqu'à une dernière rencontre avec un autre chaman qui est très loin dans la Mongolie profonde et qui va, lui, être dans une extrême douceur. C'est un homme qui va être dans une extrême douceur avec ce petit garçon et qui va l'accueillir exactement comme il est. Et on sent tout l'amour de cet homme pour l'être humain qu'est ce petit garçon. Et il a des gestes énergétique, hein, sur le corps éthérique, sur le corps subtil de cet enfant, donc loin de son dos. On sent qu'il a des gestes et il fait quelque chose qui, à un moment, à la fin du documentaire, ces gestes vont libérer l'enfant. Et c'est passionnant de voir que quand on est vraiment à l'écoute de tous les niveaux de l'existence, et que là, les parents ont suivi leurs intuitions, puisqu'ils sont allés jusqu'en Mongolie pour aider leur enfant, eh bien, ça porte ses fruits. La famille entière a été transformée, la maman, le papa et le petit garçon. Donc ça aussi, c'est un très beau film. Super, merci pour les recommandations. En tout cas, je trouve que ça met vraiment en exergue le fait que, un peu comme le titre de ton livre, hein, les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, que oui, on a des pouvoirs insoupçonnés, on a des capacités, on va dire, extrasensorielles, hein, quelque part, qui sont insoupçonnées parce qu'on ne nous l'a pas appris et que ça ne fait pas partie, une fois de plus, de notre système sociétal, hein, très globalement. Saverio, comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi? Alors, c'est difficile de me contacter parce que j'ai un emploi du temps assez surchargé, mais il y a une possibilité pour me contacter, c'est d'aller sur mon site web, saveriotomasella.com, et là, il y a une page contact, et donc c'est possible de m'envoyer un message. D'accord, ok. Tes livres, on les retrouve un peu partout, j'imagine? Oui, ils sont en librairie ou sur les sites internet, oui. D'accord, ok, super. Il y a quelqu'un qui nous demande si tu peux redonner le titre du film dont tu parlais, le dernier film sur les chamans. Alors, The Horse comme cheval en anglais, H-O-R-S-E, boy, garçon. The Horse Boy. Okay, voilà, c'est en anglais aussi. Hein. D'accord. Merci beaucoup, Saverio. Merci pour cet échange. Julien. Un grand merci. Avec joie. Passe une très très belle journée. À tout bientôt. Toi aussi. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Saverio. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant, hein, d'écouter des gens passionnés.
Je vous rappelle du coup qu'on organise un week-end immersif du 2 au 4 août au Hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Les réservations sont ouvertes, il faut aller sur le site c'estquoilebonheur.fr. C'est disponible pour 148 personnes, il reste 129 places. On va passer un moment magique avec David Tan, Alexandre Antonenko et moi. On va faire en sorte de vous accompagner, de vous guider vers une vie plus éclairée à travers des ateliers, beaucoup d'ateliers. En fait, il y aura 6 ateliers répartis le samedi et le dimanche. Et on est sur un site qui est magnifique. Je vous montrerai la vidéo pour clôturer sur le site, qui est vraiment splendide. Donc, c'est du 2 au 4 août. C'est réservé à 148 personnes. Il reste 129 places avec David Tan, Alexandre Antonenko et moi-même. Et on va vivre une expérience humaine en groupe qui va être vraiment très puissante pour ceux qui viennent déjà à nos événements, comme le congrès C'est quoi le bonheur pour vous, ou le congrès Innovation en éducation, ou le festival pour l'école de la vie. Pour ceux qui les connaissent, qui sont déjà venus, vous savez très bien de quoi je parle, de cette énergie qu'il y a dans ces lieux-là, en tout cas dans ce que nous, on organise visiblement, qui sont extrêmement bénéfiques et qui apportent de très bonnes énergies et qui sont vraiment très utiles après pour le reste de notre petite existence. Je vais vous remontrer la couverture du livre que j'ai écrit, qui est sorti le 1er juin avec la maison d'édition Erol, qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en chemin vers soi, qui résume très très bien notre échange avec Saverio, où, comme je vous le disais, l'idée c'est de revenir aux fondamentaux, et c'est tout ce dont je traite dans ce livre, alimentation, sport, sommeil, exercice de relaxation, nature. Je vous parle de tout ça à travers mon histoire, donc c'est quelque part un roman autobiographique. Je vous raconte une partie de mon histoire, puisque la suite va sortir en octobre, partie complémentaire, qui est plutôt la partie de notre monde intérieur. Donc, dans ce premier livre, je vous explique mon parcours de vie, tout ce que j'ai mis en place, tout ce que je mets en place, et ce qui fait, comme je vous le disais pendant le live, qui fait que je sois bien dans la tête et bien dans mon corps. Je vous souhaite plein de bonnes choses là où vous êtes. Je vous remontre la petite vidéo du Hameau de l'Étoile. On va se retrouver du 2 au 4 août. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.